Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire sur notre expertise obligataire avec notamment la mise en avant de deux solutions porteuses et aux profils très différents. Vous êtes nombreux ce matin et je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire. J'ai la chance également d'être présent avec Maxime Murat, gérant taux et crédit investment grade chez Swiss Life Asset Managers France depuis maintenant 6 ans, et Gabriel Krabos, gérant portefeuille high yield chez Swiss Life Asset Managers France depuis maintenant à peu près 1 an et qui était avant chez une autre société de gestion. Aujourd'hui, sous gestion, nous avons environ 32 milliards d'euros sur la partie obligataire et à peu près 50% pour compte de tiers, avec des expertises très larges, aussi bien sur la partie monétaire, sur la partie un petit peu plus courte, que sur la partie un petit peu plus risquée et un petit peu plus longue avec nos fonds datés. On a donc vraiment toute la courbe du spectre qui va nous permettre d'avoir une expertise solide à vous offrir. Au programme, ce matin, l'idée est d'aborder deux solutions d'investissement à travers notamment une première partie sur un placement d'attente avec SLF Bond ESG 6M et une deuxième partie sur nos fonds datés et un focus particulier sur notre fonds SLF Opportunité High Yield 2028. Enfin, je précise, vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire directement dans l'onglet Q&A à droite de votre fenêtre et il y aura une session questions-réponses à la fin des deux présentations. Maxime, je te laisse la parole. Très bon webinaire. Merci Xavier, bonjour à tous. Donc pour cette première partie dédiée de ce webinaire sur les taux et sur les marchés obligataires, nous allons bien évidemment commencer en parlant des perspectives du marché. On a beaucoup de questions dans ce contexte inédit qu'on a rencontré depuis quelques mois sur l'obligataire. Et on ne peut pas parler de l'obligataire et des taux en ce moment sans parler bien évidemment de l'impact de ce qui a pu se passer sur les taux directeurs via l'action des banquiers centraux. Donc, petit rappel, même si je pense que maintenant la plupart d'entre vous sont très familiers avec le sujet, puisqu'on en a beaucoup parlé depuis plusieurs mois, suite au retour de l'inflation dans l'économie, que ce soit en Europe, aux États-Unis, les banquiers centraux ont monté les taux pour contenir cette inflation. Donc, en Europe, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui pour les fonds que nous allons vous présenter, nous sommes passés d'un contexte de taux négatif à moins 0,50% à 4% de taux de dépôt de la BCE, puisqu'il y a eu 10 hausses de taux consécutives entre le milieu de l'année 2022 et la fin de l'année 2023. Depuis quelques semaines, le contexte a un petit peu changé, puisque la BCE a marqué une pause dans son cycle de hausse de taux, et la Fed aussi d'ailleurs. En Europe, nous n'avons pas vu de hausse depuis la réunion de septembre. Donc ça fait 3 réunions de suite où la Banque centrale européenne a décidé de garder ses taux directeurs inchangés, et donc nous sommes actuellement sur un plateau de taux directeurs à 4%, notamment pour le taux de dépôt. Pourquoi la BCE a arrêté de monter ses taux? C'est parce qu'on a vu l'inflation qui a commencé à baisser. Pour rappel, quelques chiffres. En Europe, on a eu un pic d'inflation autour des 10%. L'inflation a commencé à réduire l'année dernière. On a fini l'année 2023 avec une inflation moyenne à 4,9%. Et pour rappel, l'objectif de la BCE comme de la Fed, c'est d'avoir une inflation autour de 2%. Donc, on se rapproche du but, même si on n'y est pas encore tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui se pose la question de quand va intervenir la baisse des taux. C'est ce qu'on a essayé de vous mettre sur le graphique en pointillé. D'après nos scénarios et ce qu'on peut voir sur les marchés financiers, la baisse devrait intervenir courant 2024. Si on s'était parlé il y a quelques semaines en début d'année, on vous aurait dit qu'elle était attendue pour avril. Finalement, l'économie est assez résiliente et actuellement, le scénario de marché, comme notre vue chez Swiss Life Asset Managers, c'est plutôt que ça devrait arriver d'ici le mois de juin. Et on devrait avoir des taux qui baissent plusieurs fois cette année pour finir l'année autour de 3% en décembre. Et un taux terminal, donc la fin du cycle de baisse d'ici 2025, autour de 2,5, voire 2,25% en fonction des différents scénarios. Ça, c'était pour la partie banque centrale. Concrètement, comment ça se manifeste sur les marchés financiers? On retrouve des taux court terme très élevés, donc les taux notamment auxquels se prêtent les banques pour une journée, vous l'avez ici représenté par l'Ester, ou pour plusieurs mois, qui sont tous autour de 4%.
Ces taux sont particulièrement attractifs en absolu, mais aussi en relatif, puisque vous pouvez voir, on vous a mis sur la partie droite du graphique les taux de rendement allemands, des obligations d'État allemandes, qui sont inférieurs. On avait vu un pic autour de 4%, et finalement, ça a même rebaissé un petit peu ces dernières semaines. On voit qu'on est péniblement autour de 2,5%. Les obligations d'État français sont à peine au-dessus, sous les 3% en ce moment. Donc, si vous voulez profiter au maximum de ce contexte de taux élevés, on pense que la partie courte de la courbe est particulièrement appropriée dans ce contexte d'inversion de la courbe des taux. D'autant plus que ce qu'on ne voit pas sur ce graphique, c'est qu'on a constaté quand même un retour de la volatilité sur les taux longs qui est vraiment important. Chose qu'on n'avait pas vue depuis des années, puisque les taux étaient sous perfusion, on va dire. L'économie au global était sous perfusion avec la Banque centrale européenne. Et donc la volatilité était particulièrement limitée sur ces placements considérés sans risque que sont les obligations d'État. Dans ce contexte, on a voulu aujourd'hui vous proposer un produit qui, selon nous, a particulièrement du sens. C'est notre fonds Bond ESG 6 mois, puisque le but de ce fonds, c'est de se positionner justement sur la partie courte de la courbe et notamment de profiter de ces taux élevés autour de 4%. Concrètement, ce fonds est basé sur 4 piliers. Le premier, c'est de vous proposer un placement liquide. Liquide, ça veut dire quoi? Ça veut dire règlement, livraison de votre argent en J+1 sans aucun frais de mouvement. Vous pouvez souscrire, racheter, resouscrire sans avoir de frais de mouvement sur ce produit-là. Ensuite, le but pour pouvoir investir à court terme, c'est d'avoir un placement faiblement volatile pour vous. Nous avons inscrit dans notre prospectus une volatilité cible maximum de 0,5%. Et nous sommes même en dessous de ça, puisque actuellement, nous sommes autour de 0,3% sur un an, malgré le contexte de marché relativement volatile que nous avons évoqué juste avant. Ensuite, nous voulons vous proposer un placement peu risqué, que l'on qualifie de prudent. Il est notamment manifesté ce caractère prudent par le SRI, donc le niveau de risque sur la fameuse échelle du risque financier, qui est à 1/7, donc le risque le plus faible dans la classification SRI. C'est notamment possible grâce à nos investissements qui sont sur des actifs de bonne qualité, investment grade only, pas de high yield dans ce fonds-là. Nous laissons ça pour nos collègues experts qui vous présenteront leurs produits dans la deuxième partie. Et aussi parce que nous investissons sur des maturités courtes, inférieures à 3 ans dans ce fonds-là, ce qui limite le risque et la volatilité embarqués dans le portefeuille. Et donc, globalement, ça nous donne un placement adapté à court terme et nous préconisons sur ce produit-là un horizon d'investissement de 6 mois. Pour arriver à bien quantifier le risque embarqué dans ce fonds-là, je vais faire un petit point sur les indicateurs de risque principaux qu'il faut suivre, que ce soit sur un fonds crédit court terme, qui pourrait aussi être valable pour un fonds monétaire. C'est un peu les mêmes métriques de risque que l'on retrouve. Je vais commencer par l'indicateur de droite, la WAL, qui est donc la durée de vie moyenne pondérée du portefeuille. Ça correspond à la sensibilité aux primes de risque crédit embarquées par le portefeuille. Autrement dit, on pourrait aussi parler de durée moyenne pendant laquelle on prête de l'argent aux émetteurs. Pour limiter ce risque de crédit dans le portefeuille, nous investissons notamment sur des instruments avec des maturités courtes. Le deuxième facteur de risque important dans le portefeuille, c'est la WAM. C'est le risque de taux, c'est celui qui a été beaucoup suivi ces derniers mois dans un contexte de hausse des taux. Ça correspond à la maturité moyenne pondérée. Et pour faire baisser cet indicateur, nous investissons sur des instruments à taux variable. Concrètement, dans le portefeuille où nous en sommes actuellement sur les indicateurs de risque, vous avez les dernières valeurs sur la partie droite de cette slide. Vous pouvez voir que la WAL est à 402 jours, donc ça fait un peu plus de 1 an de maturité moyenne à laquelle nous prêtons aux émetteurs. C'est relativement faible puisque nous pouvons aller jusqu'à un maximum de 540 jours. Cependant, placement prudent ne veut pas dire investissement ou stratégie passive, puisque vous pouvez voir sur la partie gauche, nous vous avons mis l'historique
de la WAL, donc du risque crédit embarqué dans le portefeuille. Et vous pouvez voir que, en fonction du contexte de marché, nous sommes assez dynamiques sur le positionnement. Par exemple, nous avions un risque inférieur au moment du Covid ou de la guerre en Ukraine. Et maintenant que l'horizon semble un peu plus dégagé, c'est vrai que nous avons remonté notre prise de risque dans ce fonds-là. Là où nous restons très prudents, c'est bien sûr sur la WAM, puisqu'on l'a évoqué, la volatilité sur les taux est importante. Nous, on pense qu'actuellement, elle n'est pas forcément rémunérée, cette volatilité sur les taux, notamment sur la partie longue de la courbe. Donc, nous préférons garder un indicateur de sensibilité au taux, traduit ici par la WAM, faible, puisque nous sommes autour de 50 jours et nous pouvons aller au maximum jusqu'à 6 mois, donc 180 jours. Je pense que dans les prochaines semaines, vu la volatilité du marché depuis le début de l'année, ça devrait rester dans cet ordre de grandeur. Enfin, dernier élément qu'il faut suivre lorsque l'on fait de l'investissement obligataire, c'est bien sûr la notation des instruments que l'on rentre en portefeuille. Ce produit-là est particulièrement défensif puisqu'il a une notation moyenne de simple A. Et je vous le rappelle, nous investissons exclusivement sur des émetteurs qui ont une notation investment grade ou équivalent selon notre notation interne. Ça fait beaucoup de contraintes de risque, mais toutes ces contraintes sont bien sûr pour nous ont pour but de vous proposer un produit particulièrement pertinent. Je vais peut-être laisser Xavier dire un mot sur la pertinence du produit pour vous. Concrètement, merci Maxime. SLF Bond ESG 6M va donc vous permettre de réduire la volatilité de votre allocation. Parce que comme le disait Maxime, on est sur une volatilité de 0,3% sur un an. Ça vous permet également d'augmenter la part UC de votre allocation sans augmenter le niveau de risque de cette même allocation vu qu'on est sur un SRI de 1. Et vous pourrez aller chercher le max du boost du fonds en euros. Ça sera aussi un placement d'attente qui après vous permettra d'aller chercher des futures opportunités aussi bien par exemple pour aller sur un produit structuré, pour aller sur des marchés actions ou pour répondre à un autre besoin de vos clients. Et c'est un fonds aussi qui est très cohérent pour les personnes morales, à faire notamment de concurrencer ou d'être complémentaire des comptes à terme. Et notamment si on passe sur la slide suivante, vous le voyez, on a une valeur liquidative qui est quotidienne, un rachat en J+1, donc vous avez quasiment une instantanéité dans le rachat. Et surtout, vous n'avez pas de pénalité de sortie, contrairement au compte à terme, où souvent vous avez un préavis de 32 jours et suivant les négociations que vos clients ont pu faire avec le banquier, soit il se retrouve avec des pénalités ou soit il peut ressortir sur sa performance. Et enfin, c'est un fonds qui est plutôt très bien diversifié parce que comme on le voit, on a à peu près une centaine d'émetteurs et plus de 200 lignes en portefeuille. Merci Xavier. On a beaucoup parlé des marchés, du cadre pour notre fonds. Je pense que vous voulez un peu plus d'informations sur ce qu'on met dans le portefeuille concrètement. Donc, je vous propose de faire un petit point sur la composition du portefeuille pour que ça soit un peu plus concret pour vous. Je propose de commencer par l'exposition géographique. Donc, vous allez retrouver essentiellement des investissements dans des pays de l'OCDE peu risqués. Vous voyez ici en tête notamment la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Donc, nous n'investissons pas dans des pays émergents. Donc, vous ne retrouverez pas de Chine, pas de Moyen-Orient dans nos portefeuilles. Très peu d'investissements dans les pays qu'on considère les plus risqués de la zone euro, puisque vous pouvez voir environ 3% d'Espagne et environ 5% d'Italie. Vous pourriez me demander pourquoi une telle exposition à la France, qui est largement supérieure aux autres pays. Et ça nous fait une très bonne transition avec le graphique de droite, puisque c'est lié à la composition du portefeuille par instrument. Ce portefeuille investit pour environ 50% sur des obligations, et vous pouvez voir une partie aussi importante qui représente 40% du portefeuille que l'on nomme les TCN. Donc, ce sont des instruments du marché monétaire lesquels nous allons faire un rapide point pour que tout le monde soit bien à l'aise avec ce type d'instrument. Et vous pouvez voir également environ entre 10 et 15% de liquidité qui se manifeste par du cash, pour environ 2% à la fin janvier, et des OPCVM monétaires qui nous permettent de gérer la liquidité du fonds. Donc, je propose de revenir rapidement sur les TCN, les instruments du marché monétaire. C'est une particularité de ce fonds, c'est qu'on investit sur les deux types d'actifs, à la fois les obligations et les instruments monétaires. Je vous redonne la définition du code monétaire et financier. Donc, les TCN sont des titres financiers émis au gré de l'émetteur, négociables sur un marché réglementé
ou de gré à gré et qui représentent chacun un droit de créance. Finalement, ça ressemble beaucoup à une obligation. La différence, c'est que c'est sur des maturités court terme. Et surtout, le point très bénéfique pour nous comme pour les investisseurs, c'est que c'est très encadré par la Banque de France. Donc, ça nous apporte une sécurité et une transparence de ces instruments, de ces programmes d'investissement qui sont particulièrement intéressants pour nous. Globalement, les émetteurs sont les mêmes que ceux des obligations. Vous allez retrouver des entreprises, des organismes publics et des banques. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la gauche de cette slide que les émetteurs financiers représentent une immense partie des volumes émis, puisque sur un marché de 350 milliards d'euros, donc un marché conséquent, hein, on n'est pas sur quelque chose de confidentiel, et ça c'est juste pour la France, les banques et les émetteurs financiers représentent environ les 3/4 avec 260 milliards d'instruments monétaires émis. Ces instruments sont assez défensifs et donc intéressants pour un placement prudent puisqu'ils sont notamment concentrés sur des maturités courtes. Puisque vous pouvez voir qu'ici, on a environ, ça se voit sur la partie de droite, à fin février, on a 240 milliards sur les 350 milliards qui ont une maturité inférieure à 6 mois, ce qui nous laisse un vivier très important pour investir à court terme. Et donc, vous comprenez mieux pourquoi ce marché, qui est particulièrement important en France, du coup, amène une pondération importante sur la partie France dans nos portefeuilles et une pondération importante aussi sur la partie financière, vu que ça représente 3/4 du marché du TCM. Cependant, nous n'investissons pas que sur des émetteurs financiers, même si ça représente le premier secteur du portefeuille. Et nous avons voulu vous mettre aussi quelques exemples d'entreprises que vous allez retrouver dans le portefeuille, que vous connaissez bien, je pense, puisqu'on retrouve des acteurs de la distribution, comme Metro ou Carlsberg, qui sont de bonne qualité investment grade, mais surtout, et comme les autres qu'on a voulu vous présenter, de très bonne qualité ESG, puisque ce fonds est labellisé ISR, donc nous avons aussi des critères extra-financiers à respecter. Donc, vous pouvez voir ici que les émetteurs qu'on a voulu vous proposer, sur lesquels on investit, d'après notre fournisseur de données externes qui est MSCI, sont plutôt des bons élèves sur la partie extra-financière. Et aussi, un petit exemple, une spécificité de notre fonds SLF Bond ESG 6 mois. Sur la gauche, l'Occitane, un émetteur qui est non noté, analysé en interne côté gestion, mais aussi côté risque, puisque nous avons des analystes crédits dédiés pour ces portefeuilles-là, qui revoient les notations de tous les émetteurs et tout particulièrement des émetteurs qui sont non notés. Pourquoi nous nous autorisons des non notés? Vous pouvez l'imaginer, c'est bien sûr parce qu'ils proposent un surplus de rendement par rapport aux émetteurs notés qui ont des programmes peut-être plus importants parfois et donc nous permettent d'embarquer un rendement attractif pour vous. Maintenant que j'ai parlé de rendement, je pense que c'est peut-être le moment de parler un petit peu de performance et je vais laisser la parole à mon collègue sur ce point-là. Effectivement, on l'a vu avec la hausse des taux, ça a eu un impact très positif sur le fonds et ça se voit directement en fait sur le taux de rendement embarqué. Aujourd'hui, il est de 4,05% au 7 mars. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est une personne en fait qui serait rentrée le 7 mars, elle pourrait prétendre à une rémunération de 4,05% sur 6 mois. Attention, c'est bien un taux qui est annualisé, c'est pas au bout des 6 mois qu'elle va se retrouver avec du 4,05, c'est en annualisé. En 2023, c'est un fonds qui a fait plus 3,41 de performance et on est confiant pour cette année pour avoir les mêmes ambitions de performance du fait du contexte de taux qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et on le voit très bien, c'est un flash qu'on met à jour 2 fois par mois pour justement vous tenir au courant de l'évolution de ce taux et de vous remettre les grandes caractéristiques qu'on peut retrouver sur ce fonds SLF Bond ESG 6M. Pour résumer, et si on passe à la slide suivante, les points forts de SLF Bond ESG 6M, vous en avez plusieurs. Premièrement, c'est un fonds qui est transparent et qui est lisible. Deuxièmement, c'est un fonds qui peut être vu comme un placement d'attente, qui va vous permettre de capter les flux de vos clients et aussi de capter une rémunération. Parce que depuis le début de l'année, au 12 mars 2024, on est à plus de 0,95% de performance. Donc, en 3 mois, on a presque réussi à amortir déjà les frais de contrat. Toutes les performances que je vous donne, elles sont nettes de frais de gestion du fonds, mais brutes de frais de contrat. Et comme on l'a vu, on a un rendement embarqué qui est de 4,05% annualisé au 7 mars. Et enfin, c'est un fonds qui va vous permettre de prendre très peu de risques
Parce que comme vous le savez, le SRI est sur un niveau de 1, ce qui est le plus bas niveau qu'on peut retrouver sur le marché aujourd'hui. Et ce n'est pas un fonds monétaire, c'est bien un fonds obligataire très court terme, donc ça rentrera dans le boost de votre fonds euro. Enfin, SLF Bond ESG 6M est également très complémentaire dans vos allocations de fonds obligataires qui vont peut-être être un petit peu plus risqués, donc soit sur des maturités plus longues ou soit sur des classes d'actifs plus risquées type haut rendement. Et c'est justement ce que Gabriel va nous illustrer avec sa partie sur les fonds datés et sur quels fonds datés il faut choisir aujourd'hui. Gabriel, je te laisse la main. Merci beaucoup Xavier, bonjour à tous. On va passer quelques minutes ensemble sur le thème du high yield et notamment des fonds datés. Et ça se fera en deux parties, avec une première partie, un point sur le marché du high yield et les principaux thèmes qui vont nous animer en 2024, et un focus sur notre solution d'investissement SLF Opportunité 2028 qui nous semble toujours bien adaptée dans le contexte actuel. Alors, pour commencer sur les performances, donc on vous a pris les performances sur les 2 premiers mois de l'année 2024. Le constat, c'est qu'on reste sur des performances très solides dans la continuité de la fin de l'année 2023 qui avait été extrêmement solide en termes de performance. Le seul point de différence ici, c'est quand on observe aussi bien sur la partie gauche du graphique sur les actifs européens que sur les actifs US, c'est la sous-performance assez marquée des actifs peu risqués, donc notamment les obligations gouvernementales et l'investment grade, qui sont très sensibles à l'évolution des taux. Et depuis le début de l'année, on a plutôt eu des taux qui ont eu tendance à progresser d'une cinquantaine de points de base, du fait de chiffres d'inflation qui restent toujours au-delà des objectifs des banques centrales, mais surtout en fait du décalage de la part des investisseurs sur les anticipations de baisse des taux, comme le signalait Maxime dans sa partie. En revanche, sur le high yield, on reste sur des performances qui restent positives, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, et avec notamment sur l'Europe, le triple C qui affiche une performance qui est proche des actions. Alors, ce qu'il faut garder en tête ici, c'est que 2023, le triple C avait affiché une performance qui était relativement décevante, de l'ordre de 5%, alors que le marché du high yield euro en 2023 affichait des performances de l'ordre de 12%. Et donc, clairement, ici, on a un effet de rattrapage avec notamment des probabilités d'atterrissage en douceur qui ont progressé au cours des derniers mois. Donc au final, des actifs risqués qui affichent de très belles performances au début d'année, et c'est plutôt les actifs obligataires très sensibles au taux qui affichent des performances relativement décevantes. Quand on se concentre maintenant sur le marché du high yield, donc on va commencer sur le graphique de gauche avec l'évolution des rendements sur une période de 10 ans, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, on observe qu'après avoir atteint des pics de l'ordre de 8% l'année dernière, ces taux-là se sont gentiment resserrés pour retrouver un niveau de l'ordre autour de 6,5%. Ce qui est assez intéressant là-dessus, c'est quand on compare par rapport aux 10 dernières années, on reste quand même sur des taux de rendement qui restent très élevés d'un point de vue historique. Ils sont 50% plus importants que la moyenne des 10 dernières années en Europe et de l'ordre de 30% supérieurs par rapport à la moyenne des 10 dernières années aux États-Unis. Donc clairement, il reste encore du potentiel selon nous au vu des niveaux de rendement en absolu et notamment d'un point de vue historique. Et il nous semble toujours pertinent justement d'investir sur la classe d'actifs pour cristalliser ces niveaux de rendement qui restent assez intéressants. Quand on regarde sur le graphique de droite, ici on vous a montré l'évolution du prix moyen des indices, aussi bien sur un indice Euro Yield que USA Yield. À quoi ça correspond? C'est tout simplement le prix moyen d'un panier d'obligations. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est suite au choc de taux qu'on a connu au cours des 2 dernières années, le prix moyen a fortement baissé et s'établit aujourd'hui autour de 93. À quoi ça correspond ce 93? Tout simplement, si on porte ces obligations à maturité, sous couvert de l'absence évidemment de défaut sur ces obligations-là vont converger vers leur valeur de remboursement à 100. Donc ici, cela implique que vous avez un potentiel de gain en capital qui est toujours présent sur le marché du high yield, aussi bien sur l'US que sur la partie européenne. Donc clairement, le high yield, on se retrouve encore sur des niveaux de rendement qui nous semblent toujours intéressants et avec ce fameux effet de convexité, de convergence vers le pair qui nous semble toujours également d'actualité. Un des thèmes très importants de l'année 2024, ça va être le refinancement et notamment l'accumulation des dettes court terme de la part des émetteurs high yield.
Si on commence sur le graphique de gauche, ici on vous montre la proportion de maturité inférieure à 2 ans, aussi bien sur le high yield euro que sur le high yield US. Et vous pouvez remarquer que par rapport à la moyenne historique, on était de l'ordre de 8% en Europe et autour de 4% aux États-Unis. Ces chiffres-là, ces proportions-là ont fortement augmenté, ils ont quasiment doublé. Donc on est passé de 8% à 16% en Europe et de 4 à 8% aux États-Unis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, les années 2022 et 2023 ont été des années très faibles en termes de primaire, du fait de conditions de marché qui étaient assez difficiles, avec notamment de relèvement de taux de la part des banques centrales et des niveaux de primes de risque qui étaient assez élevés. Donc clairement, on a une accumulation, une concentration de ces maturités-là à court terme et qui nécessite un refinancement de la part des émetteurs, car en l'absence de refinancement, tout simplement, il pourrait y avoir des défauts assez nombreux du fait de la concentration de ces émissions-là. En revanche, ce qui est assez intéressant, prenant le graphique de droite, c'est quand on répartit ces différentes maturités inférieures à 2 ans par tranche de notation, on remarque quand même que le WB, donc la partie la plus qualitative du high yield, représente quasiment 2 tiers sur la partie européenne et un peu moins de 60% sur la partie américaine. Donc clairement, un risque de remboursement et de refinancement qui est nettement plus faible sur ces ratings-là. En revanche, sur la partie la plus faible, la moins bien notée, notamment le triple C, clairement, c'est là-dessus qu'on pourrait avoir quelques surprises avec des événements de crédit sur ces émetteurs-là. En revanche, nous, notre anticipation chez Swiss Life Asset Manager, c'est qu'on va graduellement converger vers les taux de défaut moyens, c'est-à-dire autour de 3% en Europe et 4% aux États-Unis. Donc, il n'y aura pas une explosion des taux de défaut à la hausse. Ça, c'est lié notamment aux fondamentaux des entreprises qui restent résilients. Et donc, on aura une progression lente des taux de défaut, avec notamment sur la partie européenne qui devrait avoir une accélération plus forte par rapport à la partie US. Là-dessus, ce qu'il faut garder en tête, c'est que on a vu notamment de nombreuses opérations de refinancement depuis le début de l'année, et donc c'est sur ces graphiques-là que vous pouvez voir la tendance de primaire aussi bien sur le marché européen que sur le marché américain. Donc sur la partie européenne, c'est la ligne en rouge. Vous pouvez voir qu'on est quand même sur une tendance assez élevée en termes de primaire depuis le début de l'année, donc on n'est pas au niveau des standards de 2020 et de 2021, mais on est clairement en avance par rapport à la période pré-Covid. Et aux États-Unis, donc ici la ligne verte, on est également sur des rythmes de primaire qui sont assez importants. Ce qu'il faut avoir en tête ici, c'est que du fait de cette concentration du mur de maturité à 2 ans, de nombreux émetteurs viennent aujourd'hui sur le marché pour refinancer aussi bien des maturités court terme, donc 2025, mais on voit également de nombreux émetteurs venir refinancer des obligations plus longues, notamment 2026 et 2027. Donc clairement, sur des fonds qui sont assez courts, on a cette problématique de remboursement anticipé qui derrière implique de devoir réinvestir sur des niveaux de rendement équivalents pour ne pas dégrader justement le niveau de rendement de ces fonds à échéance court terme. Nous, ce qui nous semble plutôt pertinent ici, clairement, c'est vu la reprise assez importante du primaire, clairement des fonds, notamment notre fonds 2028, qui peuvent participer à ce primaire-là, nous semblent être des solutions clairement intéressantes pour venir saisir les opportunités qui reviennent de façon assez importante. Pour vous donner quelques exemples d'émetteurs qui ont refinancé leurs dettes, on va notamment passer à Autodis, donc la société française spécialisée dans les garages automobiles, qui est venue sur le marché pour refinancer des obligations 2025 et 2027. Et ensuite, sur 2026, on peut notamment penser à Kiloutou, le spécialiste du matériel de BTP, ou encore à Tom Europe, qui est connu notamment en France sous la marque Histoire d'Or, qui sont venus refinancer leur dette 2026. Donc, pour résumer sur cette partie-là, des niveaux de rendement qui nous semblent toujours attractifs, de la convexité, donc des gains en capitaux qu'on peut encore saisir sur les marchés, et enfin, un rythme de primaire qui s'accélère et des opportunités pour nous qui nous semblent très intéressantes pour les fonds qui peuvent y participer. Donc, cela mène à notre fonds SLF Opportunity 2028. La grande question que vous pouvez vous poser, c'est vous avez vu de très nombreux concurrents lancer des fonds à échéance au cours des derniers mois. Ce qu'on veut mettre en avant ici, c'est numéro 1, on a une expérience de très longue date sur la gestion des fonds à yield. Donc ça fait depuis 2010 qu'on a commencé à gérer des fonds à yield chez Swiss Life.
et depuis 2012 qu'on a lancé nos premiers fonds à échéance. Donc on a une expérience de plus de 10 ans sur les fonds à échéance. Et là-dessus, on s'appuie sur une équipe très expérimentée de gérants analystes qui sont répartis entre Paris et Zurich. Et donc cela compose une dizaine de personnes, ce qui est essentiel pour la gestion de fonds à yield, car ça demande une capacité d'analyse crédit très rigoureuse et donc des besoins de ressources en analyse qui sont importantes. Un des points importants également, c'est sur les fonds à échéance. Clairement, chez Swiss Life, l'idée, c'est pas de lancer des nouveaux fonds à échéance chaque année, ce n'est pas des produits de campagne, mais on essaye de timer au mieux, selon les opportunités de marché, pour lancer de nouveaux fonds à échéance. Enfin, sur les points qui vont nous distinguer par rapport à la concurrence, numéro 1, les fonds à échéance sont ouverts tout au long de la durée de vie du fonds, donc sont ouverts aux souscriptions, mais également au rachat. Un des points sur lesquels on est pionnier, c'est la gestion en maturité statistique. Donc évidemment, du fait du profil technique des obligations à yield, avec notamment la présence de clauses de remboursement anticipé, de call, ici on prend en compte ces éléments-là dans la gestion de nos fonds à échéance pour éviter d'être trop exposé au risque de remboursement anticipé et donc par conséquent de diluer le niveau de rendement de nos investisseurs. Ensuite, je ne vais pas passer sur tous les points, mais les points qui me semblent très importants, c'est notamment sur la partie exclusion. Donc la première exclusion qu'on souhaite mettre en avant, c'est l'exclusion des dettes subordonnées bancaires et d'assurance. Clairement, notre volonté sur notre gamme de fonds échéance est de conserver un profil corporate uniquement. Donc on est uniquement investi sur des émetteurs corporate, donc une brique pure là-dessus. L'autre point, c'est l'exclusion du secteur de l'énergie. Alors au-delà des aspects ESG, un des points sur le secteur de l'énergie, c'est qu'on a des vagues de défauts qui arrivent en général tous les 4 ou 5 ans. Donc, dans le cadre d'une gestion d'un fonds à échéance, clairement, ça ne nous semblait pas pertinent et ça exposait nos investisseurs à un risque de défaut trop important. Donc, on a souhaité exclure ce secteur de l'énergie. Enfin, une autre exclusion, c'est, comme le disait Maxime sur Bond 6e, on a également l'exclusion des émetteurs émergents. Donc ici, on se concentre uniquement sur la partie européenne et la partie Amérique du Nord. Et donc tous les émetteurs émergents sont évidemment exclus, aussi bien sur la partie corporate que sur la partie gouvernementale. Pour finir, un dernier point d'attention, c'est l'exclusion des placements privés et des titres illiquides. Clairement, on souhaite conserver une liquidité relativement importante sur ce fonds-là. Donc, on s'est engagé à ne pas investir sur cette typologie d'actifs qui peuvent être des fois très problématiques selon l'évolution des rachats ou des souscriptions de la part de nos investisseurs. Alors, la diversification est un point toujours très important dans la gestion des fonds à échéance. Dans nos fonds à échéance, nous nous sommes imposés des limites de diversification, donc c'est maximum 2% par émetteur, pour justement éviter des défauts qui pourraient pénaliser de façon très importante la performance du fonds. On a réalisé un petit exercice en prenant en compte différentes sortes d'hypothèses. Donc vous avez des hypothèses de taux de recouvrement en cas de défaut. Nous avons pris les frais de gestion de la part P et également le roll-down qui correspond peu ou prou en fait au risque de réinvestissement, c'est-à-dire que le réinvestissement nous coûte à peu près 25 points de base en négatif. Et donc ici, en prenant des hypothèses de taux de défaut annuel, ce qui nous semble assez intéressant ici à garder en tête, c'est que pour un taux de défaut annuel de l'ordre de 6%, donc chaque année sur notre fonds Opportunité 28, ce qui jusqu'à échéance du fonds en juin 2028 représenterait quasiment un tiers du portefeuille en défaut, ce qui représente un chiffre très important, le capital des investisseurs serait préservé avec une performance nette estimée à échéance de l'ordre de autour de 0%. Donc, clairement, l'objectif, c'est de faire beaucoup mieux que ça. Si vous prenez en compte un peu les taux de défaut moyens à long terme, on est entre 3 et 4%. Donc, vous avez des performances estimées qui sont entre 8 et 12% sur l'horizon de placement du fonds. En revanche, clairement, notre objectif, c'est de faire mieux, voire beaucoup mieux que le marché. Et donc, on aurait plutôt tendance à essayer d'avoir des taux de défaut annuels de l'ordre d'entre 2 et 3%. Donc, ce qui ferait par conséquent des performances estimées de l'ordre entre 12 et 16%. Donc, vraiment, ce qu'il faut garder en compte, c'est la gestion des fonds se base sur ce critère de diversification qui est très important.
Et encore ici, notre approche sur les fonds échéances est une approche globale hors émergent, mais qui nous permet justement de diversifier nos fonds, notamment sur la partie Amérique du Nord, avec des émetteurs assez différents, que ce soit en termes de secteur, d'activité. Maintenant, on va venir sur les principaux critères du fonds, donc à fin février. Ici, vous pouvez voir que le rendement au pire, donc le yield to worst net des frais de change, est légèrement supérieur à 6%. En regardant le rendement à maturité, on est de l'ordre de 6,4%, avec un niveau de duration qui est relativement limité, de l'ordre de 3. En termes de diversification, donc encore quelque chose que je souhaite appuyer dessus, on a plus de 100 émetteurs en portefeuille et quasiment un peu plus de 130 lignes en portefeuille. Enfin, quand on va regarder en termes de répartition globale, alors clairement, la partie européenne concentre la quasi-intégralité de nos portefeuilles, du fait du coût de couverture qui reste relativement élevé aux États-Unis, donc qui est de l'ordre de 1,5% pour un investisseur européen qui achète une obligation en dollars et qui couvre cette obligation en dollars du coût de change. En revanche, on conserve quand même une diversification sur les États-Unis, un peu moins de 20%, et ensuite sur la partie monde, on va retrouver notamment Canada et Israël. En termes de répartition sectorielle, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on est quand même assez diversifié en termes de secteur. On n'a aucun secteur qui représente plus de 20 ou 25% de notre allocation. Et le point également qui est important, c'est notre exposition à l'immobilier qui est relativement faible, inférieure à 2%. Sur la slide suivante, on va retrouver la répartition par notation de notre portefeuille. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est le triple C représente autour de 6%, donc c'est un chiffre qui est relativement conservateur dans une allocation à yield. Le rating moyen du portefeuille est de B+, donc on se situe vraiment entre le BB- et le B+. Et quand on regarde en termes de montant, on est à peu près de l'ordre de 45% sur le simple B et de l'ordre de 40% sur le double B, avec un petit peu d'exposition sur la partie investment grade. La répartition par maturité, donc encore ici, notre façon de gérer les fonds échéances via la maturité statistique, vous pouvez observer que quasiment 50% du portefeuille a une maturité supérieure à 2028. En revanche, ici, clairement, on prend en compte ces profils de remboursement anticipé de ces obligations-là. Donc, on juge que la probabilité que ces obligations un peu plus longues soient remboursées par anticipation est élevée. C'est pour ça qu'on reste exposé à ces obligations-là. Enfin, quelque chose qui me semble très important pour nos investisseurs, c'est la répartition par rendement de nos différentes lignes obligataires. Ce qu'on peut constater ici, c'est qu'à peu près 75% de nos investissements ont un niveau de rendement qui se situe entre 4 et 7%. Ensuite, sur la partie la plus risquée, donc la partie qui va avoir des niveaux de rendement entre 10 et 20%, elle représente moins de 4% du portefeuille. Le point d'attention ici, c'est que sur ces niveaux de rendement, clairement, le risque de remboursement est très élevé, donc on a un risque de défaut qui est plutôt prégnant. Et ce qu'on a souhaité mettre en place pour justement avoir un profil conservateur sur le niveau du rendement du portefeuille, c'est qu'on va caper à la moyenne du triple C les rendements qui sont supérieurs à 12,5%. Donc par exemple, si en portefeuille on a une ligne qui a un niveau de rendement de 20%, le niveau de rendement de cette obligation-là va être forcé à 12,5% pour éviter de gonfler artificiellement le niveau de rendement du fonds et pour éviter derrière de la déception. Je vais maintenant laisser la parole à Xavier qui va vous conclure sur 2028. Merci Gabriel. Comme vous le savez, on a une communication très transparente sur le fonds, avec notamment un flash hebdo qui, comme son nom l'indique, est mis à jour chaque semaine avec les grandes caractéristiques du fonds, comme par exemple le taux de rendement actuariel. Le dernier taux de rendement actuariel connu, du coup, est au 5 mars. Comme vous voyez, on a 5,04%. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, c'est une personne qui serait rentrée mardi de la semaine dernière. Elle pourrait prétendre à une rémunération moyenne de 5,04% par an, échéance juin 2028. Le en moyenne est important, ce n'est pas un produit structuré, ce n'est pas un coupon fixe. Vous n'allez pas avoir tous les ans du 5,04, c'est une moyenne. Vous pourrez très bien faire du plus 10,
revenir à du plus 3, repasser à du plus 2 et lisser sur le temps. Vous retrouverez ce taux de 5,04, bien sûr, s'il n'y a pas de défaut. Ce n'est pas un taux qui est garanti, c'est un taux que vous aurez si l'ensemble des entreprises à qui on a prêté de l'argent nous ont bien remboursé et la sélection faite par les équipes de gestion et notamment Gabriel soit plutôt assez bonne et puisse permettre d'avoir cette rémunération de 5%. L'avantage des fonds datés et notamment de SLF Opportunité AI 2028, vous le savez, ça va vous permettre d'avoir une double visibilité. Visibilité sur l'horizon de placement. Vous savez que le fonds, du coup, est sur un horizon de placement d'à peu près 5 ans, vu que la date de dissolution est pour le 30 juin 2028. Et vous avez une visibilité sur le taux de rendement. Vous savez à peu près la performance que vous allez faire en rentrant sur le fonds. Et c'est également, ça va être très pertinent pour booster votre allocation tout en figeant les conditions de marché actuelles pour les 5 prochaines années. Et comme on l'a vu, on est plutôt sur des anticipations de baisse des taux. Donc, vous avez une fenêtre de tir aujourd'hui à rentrer sur ce fonds et peut-être le privilégier par rapport à 2026, qui 2026 reste toujours cohérent. Mais par contre, vous serez sur un horizon de placement seulement de 2 ans. Donc, c'est juste pendant 2 ans que vous arriverez à avoir une rémunération d'à peu près 5%. En allant sur 2028, ça nous paraît plus cohérent et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un push et un focus surtout sur la partie de 2028, car c'est pendant 5 ans que vous allez figer les conditions de marché. Il est temps maintenant de passer à la phase questions-réponses. Nous avons eu énormément de questions et je commencerai par toi, Maxime, sur la partie obligataire très court terme avec le fonds SLF Bond ESG 6M. Première question, même si l'horizon de placement est de 6 mois, est-ce qu'on peut rester investi plus longtemps? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a parlé de fonds datés côté high yield avec Gabriel, et ici, on a parlé de Bond 6M, qui est un fonds ouvert, qui est un fonds qui existe depuis plus de 10 ans. Et donc, le 6 mois correspond à un horizon de placement recommandé. On nous a aussi demandé parfois, mais si vous avez un risque moyen en portefeuille d'un peu plus d'un an, pourquoi 6 mois? Et en fait, 6 mois, cela correspond d'après nos études de risque, au bon horizon, puisque en cas de scénario très défavorable de marché, au hasard le Covid, on estime que sous 6 mois, le fonds aura récupéré suffisamment pour apporter une performance positive. C'est pour ça qu'on préconise 6 mois, mais il est bien sûr adapté pour des gens qui veulent rester un peu plus longtemps. On a certains clients qui vont rester 1 an dedans et voire plus, et ça va dépendre, bien évidemment, des conditions de marché. Dans un contexte d'inversion de la courbe, c'est sûr que ce placement reste très pertinent. Ok, merci Maxime. Deuxième question, et après je passerai à toi, Gabriel, sur la partie du coup toujours obligataire très court terme. Pourquoi on a autant de financières? Est-ce que ça représente un risque spécifique, notamment avec ce qu'on avait pu connaître l'année dernière? Et est-ce que c'est un point de vigilance dans le fonds? Alors, c'est vrai que c'est une part importante. Déjà, il faut relativiser par rapport aux volumes qui sont offerts sur le marché. Les banques sont des émetteurs importants, qui émettent beaucoup sur le court terme. Donc, en relatif par rapport au marché, on est relativement en ligne, voire un peu sous-exposé par rapport à ce qui est proposé. Ensuite, les banques ont deux avantages. Le premier, c'est d'être très bien noté par les agences, de très bonne qualité, et aussi très bien noté en termes extra-financiers. Pour un fonds ISR qui se veut peu risqué, c'est des émetteurs qui sont tout à fait appropriés. Et en plus, avec ce qui s'est passé l'année dernière, justement, il faut plutôt parler d'opportunités, puisque c'est vrai qu'il y a eu un peu de méfiance vis-à-vis des banques suite à l'affaire SVB aux États-Unis ou Crédit Suisse en Europe. Et donc, les banques, pour se financer, en plus de devoir se refinancer avec moins de soutien des banquiers centraux, sont obligées de proposer des primes par rapport au taux sans risque plus importantes que les autres entreprises corporate. Donc, lorsque l'on parle de couple rendement-risque, les émetteurs financiers sont particulièrement attractifs. Et même si on est exposé à ce secteur-là, ça ne nous empêche pas de faire énormément de diversification, avec notamment 200 lignes dans ce portefeuille et environ 100 émetteurs différents. Merci beaucoup, Maxime. Si je passe maintenant sur la partie plus fondatée, notamment avec toi, Gabriel. Une question, dans un contexte où les taux sont amenés à baisser et quand on voit les rémunérations sur les fonds euros, est-ce que c'est toujours le bon moment d'investir?
Alors oui, nous on juge que c'est encore le bon moment d'investir sur le high yield et notamment via les fonds échéances, car cela permet toujours de cristalliser des niveaux de rendement qui restent relativement élevés. Donc on le présentait sur le graphique, quand on regarde le high yield euro, high yield US, on est toujours en moyenne autour de 6,5%. Sur notre fonds échéance 2028, on est sur un niveau de rendement net de frais, net de coûts de couverture qui est de l'ordre de 5%. Donc ça nous semble toujours pertinent pour les investisseurs de se positionner sur cette typologie de fonds. Et au-delà, avec la baisse probable, alors qui mettra, par rapport aux anticipations de début d'année, un petit peu plus de temps à se mettre en place de la baisse des taux de la part des banques centrales. Du fait de la duration qui est de l'ordre autour de 3, légèrement supérieure à 3 sur le fonds 2028, on va également profiter de la baisse des taux intermédiaires et des taux longs. Donc clairement, toujours un placement qui nous semble pertinent par rapport au fonds euro. Merci Gabriel. Et encore une question pour respecter le timing. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de primaires que tu as pu faire récemment dans justement le fonds 2028? Bien sûr, alors des exemples de primaires en début d'année, on a eu, Avis, donc quasiment le seul loueur de véhicules qui n'a pas fait défaut, suite à la crise du Covid, qui est venu se refinancer sur le marché en émettant une obligation, à 7% sur une échéance, 2030. Nous avons également eu, je vous parlais de Histoire d'Or, donc que vous devez probablement connaître, qui est venu donc refinancer une obligation 2026 en émettant une obligation avec un coupon de 6,5 sur également une maturité 2030. Et pour finir, un autre émetteur que nous apprécions tout particulièrement chez Swiss Life, ça va être Cirsa, donc qui est un opérateur de gaming, en Espagne, mais également en Amérique latine, qui est venu émettre une obligation avec un coupon de 6,5 sur une maturité 2029. Donc clairement, c'est cette typologie de profil de primaire qui nous semble vraiment très intéressante, nous permettant justement de cristalliser ce niveau de rendement et de coupon. Merci Gabriel. Merci Maxime, merci Gabriel et merci à vous pour le temps que vous nous avez consacré ce matin. Comme vous le savez, l'ensemble de l'équipe commerciale, Romain Debecco, Alexandra Druet, Louis-Renaud Margeran, Gabriela Ferrer et moi-même sommes à votre disposition pour toute question. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et à très bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée.